Bonjour. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de parler avec vous tomates. En fait, parce que je ne sais pas, mais moi, j'ai jamais vu ça. Je veux dire, des tomates, regardez-les là, hein, pas très belles. Je veux dire, à cette époque-ci, elles devraient déjà être en haut de leur tuteur, quoi, pratiquement. Et là, elles sont toutes petites. Et bon, le temps ne nous a pas aidés, c'est sûr. Et puis, repiquer des tomates au mois de juin, alors qu'on peut les repiquer le 15 mai, on en avait déjà parlé. C'est quand même un petit peu, ça compromet un peu, je veux dire, on se dit on est pressé, hein, on aimerait bien, la saison est courte, et on veut le plus tôt on les plante, plus tôt on les récolte, hein, c'est bien ça. Et donc là, je vais vous montrer un peu comment je les plante, même si elles sont un peu faibles, et puis vous donner quelques astuces pour leur donner un petit coup de boost en fait. Là j'en ai une petite, oui, on verra tout à l'heure. Alors déjà, nous, on les a plantés. Je vous avais déjà expliqué lors d'autres émissions que je voulais les planter au milieu de la facélie. Bon, la facélie, c'est cette plante, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle était toute petite, vous l'aviez déjà vue. Hein. C'est cette plante, mais regardez les belles fleurs qu'elle fait. Et surtout, elle attire un tas de bourdons. Là, c'est des abeilles sauvages, quelques bourdons, de l'abeille domestique. Il y a aussi des grosses abeilles charpentières qui sont là-bas, qui viennent très souvent, qui sont sur le bâton de Jacob, là, la fleur jaune. On les voit, les grosses noires, là. Voilà. Et toutes ces abeilles-là, c'est des pollinisatrices en fait. Hein. Et donc, même si la tomate est une plante, j'allais dire, qui est déjà en fait, quand la fleur se crée, elle est déjà pratiquement pollinisée à plus de 80%. Si on attire des bourdons à proximité d'elle, c'est ce qu'on appelle la pollinisation en fait vibratoire. En fait, la fréquence de battement des ailes des bourdons correspond à la libération, va provoquer la libération des spores, du pollen en fait, donc des spores mâles en fait, du pollen et féconder la tomate. Donc c'est toujours un plus en fait, on va dire. Donc planter des fleurs, donc de la facélie ou des fleurs dans ces tomates. Alors là on voit aussi, il y a des pieds de soucis, il y a des pieds de bourrache qui sont laissés. Ça va être coloré, il y a du cosmos et tout ça, c'est des plantes qui attirent un maximum de pollinisateurs pour réussir sa culture de tomates. Puis en plus, ça fait joli. Alors une idée originale pour des tuteurs, hein, différents des tuteurs qu'on trouve dans le commerce, c'est de récupérer des vieux outils. Alors bon, puis ça fait un petit peu, c'est dans la tendance actuellement, hein, on mélange un peu art et jardin. Voilà, vous voyez, il y a des échelles. Alors là, c'est particulier. Ici, en fait, c'est une cage à tomates. Alors ça, c'est sur le principe, la tomate originaire du Pérou. Au Pérou, elle est cultivée comme ça, dans une cage qui est plus grande, à peu près 80 cm de diamètre. Et on l'a mis au milieu et elle va s'épanouir entre les grillages à grosse maille. La seule contrainte, c'est qu'on puisse passer la main pour aller cueillir les tomates. Et elle se tient toute seule. Donc c'est un mode de culture à essayer. Nous, ça fait plusieurs années qu'on essaye, sauf que ça fait plusieurs années où les tomates ne se développent pas comme au Pérou. Puis là, une vieille échelle, voilà, c'est un petit peu le principe. Voilà. Alors, je vais vous montrer parce que les tomates, moi, je les plante comme une clématite. Hein, couchée, en fait, pour qu'elles fassent plein de racines et que ça fasse un joli pied. Donc on va voir ça. Donc là, en fait, j'ai un petit trou. Alors devant, là, j'ai des betteraves, hein, mais c'est des essais que je fais. Hein. Betteraves et tomates. Là, vous avez une bourrache. Et là, j'ai mon tuteur, c'est un manche de bêche. Et donc, je fais un trou au niveau de mon tuteur. Alors, en général, je le fais à la bêche. Voilà. Alors on voit que le sol a quand même été préparé parce qu'il est bien gras et puis surtout il est bien noir. Hein. En fait, il y a eu du compost et du fumier. C'est essentiel pour la tomate. Voilà, un petit trou. Alors en général, c'est pas vraiment la profondeur qui compte, c'est plutôt la largeur. Mais voilà, un petit trou comme ça. En ameublissant un petit peu le fond. Voilà. Et puis voilà le pied de tomate. Donc le pied de tomate, ça c'est une Green Zebra. Alors elle est un peu moche, mais je m'en moque. Parce que je m'en moque. Ce que je veux, c'est que c'est la partie là qui m'intéresse. Et bon là on voit qu'il y a plein de poils. Et en fait tous ces poils là, c'est très important de ne pas trop la toucher à ce niveau là. Parce que quand on la touche, on empêche des racines de se développer. Par contre ces feuilles là, elles me gênent. Ça sert à rien. Donc je les retire. En fait c'est une méthode que j'ai appris auprès de maraîchers. On garde que les feuilles du haut. Voilà, comme ça. Et on va coucher la tomate et la planter jusque là. Et elle va pouvoir faire des racines partout. Donc ça va faire qu'au lieu d'avoir un pied, au lieu de monter en hauteur, votre tomate, elle va plutôt un peu avoir tendance à s'étaler, un peu sur la largeur. Et puis ça va faire une tige
les bonnes années plus grosses que le pouce. Voilà. Donc en fait je la démoule. Alors bien sûr c'est une tomate que nous on a produite, hein, vous vous rappelez, avec notre grainothèque. On sélectionne en fait des graines, on n'arrose pas trop nos tomates et donc on sélectionne le caractère en fait économie d'eau ou moins d'exigence en eau. Et comme ça on a moins à les arroser et quand on voit le temps qu'il fait aujourd'hui, on se dit tiens, ça sera peut-être pas plus mal, quoi. Voilà, donc là elle est prête. Et là en fait on va la coucher dans son trou. Mais auparavant j'ai oublié quelque chose. Indispensable à la tomate, c'est l'ortie. En fait des feuilles d'ortie. Alors je mets toujours des feuilles d'ortie au fond du trou, recouvertes avec un petit peu de terre. Donc je vous propose d'aller chercher un peu de feuilles d'ortie. Voici ma réserve d'ortie. Donc vous voyez, elle n'est pas dans mon jardin, hein. Elle est à proximité, hein, juste à côté du jardin de l'écomusée. Et là il y en a plein. Bon après c'est vrai que j'aurais préféré qu'il n'y ait que des orties, mais il n'y a pas que des orties. Donc et ce qui est intéressant c'est de prendre des feuilles. Alors les tiges, c'est pas gênant. Voilà. Moi je prends les feuilles, j'effeuille les orties comme ça. Jusqu'à en avoir à peu près une bonne poignée pour un pied de tomate. Voilà. Les tiges d'ortie, elles iront sur le compost, hein. C'est pas grave. Il y en a qui disent voilà, surtout pas, ça va pousser dans le compost, mais bon, c'est plein d'azote et ça permet, c'est un accélérateur de compostage, j'allais dire. Donc, et puis il ne faut pas s'en priver, hein. L'ortie c'est une plante qui a plein de sels minéraux. Alors là il y a du lison avec, ça c'est moins bien. C'était pas prévu. Celle-là je la mettrai dans le compost directement. Voilà, on prend un ou deux. Donc si vous avez des beaux orties, plutôt que de s'en débarrasser, pensez à en garder un petit peu sous la main, c'est toujours utile, quoi. Hein, voilà, donc là c'est pas trop mal, peut-être encore un. Parce que quand je dis une poignée, je suis généreux quand même. C'est une grosse poignée. Voilà. Alors bien sûr il y a la racine. Voilà. Ceux-là je les garde. Je regarde un peu. Ouais, c'est pas mal, encore une. Alors pendant longtemps, ça fait des années que je fais ça. Et pendant longtemps, j'avais toujours entendu les anciens dire qu'ils le faisaient. Alors je ne sais pas s'ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient, mais en fait on s'est aperçu aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé, l'ortie contient des phytoalexines qui permettent de lutter contre 80% des maladies dues à des champignons. Et donc, et surtout, le fait de les mettre au fond, de remettre de la terre dessus, ça les fait remonter au niveau des plantes et la plante les absorbe tout de suite ces composés-là dans sa totalité et ça fonctionne assez rapidement. Donc pour l'ortie, donc on prend une poignée d'ortie, on la met au fond du trou et après, alors moi j'aime bien faire ça, bon il y a toujours des mottes un peu, on la recouvre. Hein, pour éviter, parce que les racines, ça brûlerait, l'ortie, ça brûlerait les racines de la tomate. Donc il faut toujours recouvrir un peu. Et puis c'est là qu'elle va apparemment pas fermenter, mais elle va un peu se décomposer et libérer les phytoalexines. Alors vous voyez, c'est prêt. La tomate, bon, la Green Zebra, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une petite tomate verte. Excellente, en fait, quand elle est mûre, elle fait des petits traits jaunes et c'est là qu'elle est à point. Et donc voilà, là elle n'est pas droite, mais je m'en moque parce que, en fait, moi, je vais me la planter couchée. Vous voyez, comme ça. Donc là, c'est un peu dangereux, ce qui est difficile, délicat, c'est de ne pas la casser quand on va appuyer. Donc il faut un peu la caler, la tomate. Voilà. On la cale. Voilà, on recouvre. Bon, ça, il arrive qu'on en casse, hein. Surtout quand elles sont belles. Bon, cette année, c'est plus pratique. Mais il arrive qu'on en casse, on l'entend tout de suite et c'est pas la peine de la laisser, si elle est cassée, elle fera rien de bon. Voilà, et là on peut tasser. Et là votre tomate elle est plantée. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais le fait qu'elle soit couchée, bon le pied il est à peu près là, hein, elle est couchée un peu sur sa longueur, elle va faire des racines un petit peu partout et elle va se renforcer. Voilà. Donc là après, vous voyez il y a un peu de vie qui arrive, un peu de vert. Là après, donc il suffit d'arroser. Voilà. Et puis alors d'arroser, on va en parler. Je vais chercher de l'eau qui se trouve là-bas, puisque de l'eau de pluie, bien sûr.
Alors il faut compter à peu près une bonne arrosoir par pied. Mais bon, moi je suis partisan, alors il faut s'adapter aussi, là le sol est quand même trempé. Bon, si on se rappelle bien, la tomate elle est devant, hein. Donc autant arroser devant, pas la peine d'arroser derrière. Voilà, et puis là, ben, quitte à faire de la boue, on arrose. Voilà. Bon là on regarde quand même ce que ça fait, parce que si ça rentre plus, ça sert à rien. Donc voilà. Et si elle est bien arrosée comme ça, j'allais dire si on n'a pas de canicule, eh ben, dans une saison normale, c'est presque l'arrosage qui lui suffit pour l'année. Alors après, il faudra quand même regarder bon, comment elle se comporte, mais ça devrait aller. Alors parce que nos graines ont été sélectionnées pour, pour résister au manque d'eau. Alors là, la plantation est terminée. Ce qu'il faut maintenant, parce qu'elle aura besoin encore de nourriture, c'est ajouter du compost. Alors vous vous rappelez, le compost, on en a parlé la dernière fois, hein. C'est de la vie qu'on incorpore au sol, là il est tout chaud. Alors ça me fait penser que la dernière fois, c'était le sujet d'une émission, mais on a beaucoup parlé du compost, il y avait beaucoup de choses à dire, et il y en a que j'ai quand même oublié quelque chose d'essentiel, c'est de dire qu'avant tout aussi, bon, le compost c'est l'occasion de fabriquer un amendement organique efficace et pour pas cher, quoi, je veux dire, mais c'est surtout aussi l'occasion de diminuer l'importance de ces poubelles. Et c'est quand même important puisque, je veux dire, c'est pas gratuit les poubelles, hein, on paye pour ça et ça pourrait être de l'argent qui pourrait être utilisé pour d'autres choses. Voilà. Donc le compost, eh ben, hop, on va leur donner, on va pailler un petit peu la tomate avec du compost. Alors j'en mets 3-4 poignées à peu près, hein. Voilà, comme ça, c'est prêt. Et là, elle est prête. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle pousse. Alors, attendre, cette année, elles ont quand même du mal à pousser. Alors des années comme ça où la tomate, quand on la repique, quand on la remet en place, on voit qu'elle jaunit, qu'elle ne bouge pas. Alors c'était surtout quand il y avait le mauvais temps, hein. Là, elle ne devrait pas faire ça. Eh bien, il faut les aider un petit peu. Une décoction de prêle, par exemple. Donc la prêle, j'en ai là-bas, je vais vous montrer ce que c'est. C'est ce qu'on appelle la queue de rat. C'est une plante qui contient plein de silice et quand on la transforme en décoction, alors là aussi je vais vous expliquer le principe, et ben, la silice est assimilée par la tomate et ben, ça lui donne en fait ça la place, c'est un biostimulant qui va placer la tomate dans des bonnes conditions pour qu'elle pousse et ça lui donne un gros coup de pouce. En fait nous la silice c'est bon pour nous quand on souffre d'anémie, hein, je veux dire c'est un parallèle à la phytothérapie et au jardinage, j'allais dire écologique. Et voilà, c'est placer la tomate dans un milieu et en plus ça a un autre effet aussi. Les années où il pleut beaucoup, où il ne fait pas chaud, comme c'est comme au début de saison, la prêle c'est une plante asséchante. En fait on va leurrer la tomate, on va lui faire croire qu'il va faire beau. Et donc ça bon. Et alors il y a des sceptiques c'est sûr, mais quand on le fait et quand on a essayé et quand on a passé ces plants à la prêle, des plants qui étaient souffrants et qu'on a vu le lendemain le résultat, ben, on est beaucoup moins sceptique. Alors la prêle, c'est cette plante-là. Alors si vous la touchez, on dirait du papier de verre, hein, tellement elle contient de silice. Ça c'est de la prêle, bon, elle est un peu grande. Pour moi c'est de la prêle des champs, c'est Echinacea arvensis. C'est celle qui contient le plus de silice, c'est la plus intéressante. Parce que souvent dans la nature, vous pouvez en forêt par exemple en trouver de l'exubérante qui mesure jusqu'à 1 mètre, mais elle contient un peu de silice, hein. Ce qui est petit en nature est toujours plus concentré. Et donc là elle est fraîche. Et là, on la fait sécher, donc elle est sèche. Voilà. Alors, quand on utilise des plantes sèches pour faire des préparations, en fait, on va concentrer l'effet de la plante. Parce qu'une plante, quand elle est vivante, bon, elle contient un peu de silice, un peu de principe actif, mais quand on la fait sécher, j'allais dire, c'est un peu, on va allonger un peu sa période de faim, j'allais dire, mais surtout pour réagir, elle va concentrer ses principes actifs et donc sa puissance va être décuplée. Voilà. Donc on l'a fait sécher comme ça, de la prêle. Bon là, elle a séché un peu trop au soleil. Normalement dans la pratique, on laisse sécher, c'est une plante un peu différente des autres, on la laisse sécher à peine une demi-heure en plein soleil. Et ensuite on la fait sécher à l'ombre. Mais en tout cas ce qu'il faut faire, c'est que normalement il faut que la plante sèche doit ressembler à la plante fraîche. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas devenir toute noire, hein, avant tout. Sinon on a loupé son séchage. Si on ne veut pas louper son séchage, on va dans un magasin bio, on achète de la prêle pour faire des tisanes et là elle est parfaitement séchée et ça peut nous dépanner. Voilà. Donc il va falloir faire une décoction. Une décoction c'est tout simple.
c'est 25 g de prêle sèche pour 1 litre d'eau de pluie. Donc on laisse déjà la prêle dans de l'eau pour s'attendrir, on va dire 24 heures. Et ensuite on en prend 25 g par litre. On part de l'eau froide, donc on met un couvercle, on laisse chauffer jusqu'à ébullition. Et puis une fois qu'il y a ébullition, on met à petit feu et on prolonge la cuisson 20 minutes. Et on obtient donc une décoction qui est toute prête, qu'il faudra pulvériser sur ces tomates après refroidissement, diluée au dixième. En fait. Donc au dixième, ça veut dire un volume de... Ça dépend si on est puriste ou pas, mais moi je fais comme ça, un volume de décoction de prêle pour 10 volumes d'eau. Voilà, en étant puriste, il faudra en mettre 9, mais bon après c'est compliqué. Et donc, on fait ça une fois, ça suffit. Je veux dire, il ne faut pas tomber dans le travers du jardinage et l'utilisation des potions magiques, je veux dire, chimiques, j'allais dire, hein, soi-disant magiques. Il faut vraiment, on utilise ces produits-là, même si c'est des produits naturels, avec parcimonie et quand on en a besoin avant tout, quoi. Et est-ce que, donc en pulvérisation, alors, chose importante, pulvériser surtout le soir quand il n'y a plus de soleil. Parce que la prêle contient un cristal, hein, c'est comme le cristal de silice, il est parfait. Et donc, si jamais vous pulvérisez sur des plantes et qu'il y a du soleil, ça va brûler la plante. Voilà, donc c'est du bon sens, mais auquel il faut penser. Et voilà, et après, ben, votre plante va démarrer et vous verrez le changement du jour au lendemain, pratiquement. Alors là, donc, la tomate, j'avais déjà pulvérisé de la prêle sur le pied avant de le repiquer. Hein, donc, je ne vais pas le refaire. Puis en plus il y a du soleil, donc c'est pas la peine. Mais là maintenant, c'est pour vous expliquer un peu la conduite, ce qu'il va falloir faire pour aider la tomate. C'est un peu la philosophie, hein, aider la tomate à grandir. Bon, elle a son tuteur, il faudra l'accrocher au fur et à mesure qu'elle se développe. Alors moi je ne suis pas partisan de la taille, pas du tout, parce que quand on taille, on crée des ouvertures en fait pour des maladies. Donc autant laisser la plante. Alors je ne dis pas si par exemple vraiment elle va devenir, si on ne la taille pas, elle va pousser en largeur. Donc elle va toucher les autres. Si on annonce un temps humide et chaud, il va y avoir un développement sûrement de mildiou, donc là il faudra peut-être un peu l'éclaircir, mais c'est tout. Mais pas systématiquement retirer tous les gourmands. Hein. Et fausse idée, bien souvent on dit que ça donne des tomates plus petites, c'est absolument faux, puisque la tomate elle a une croissance déterminée, et elle a une grosseur de fruit qui est déterminée, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Et même si les fruits étaient légèrement plus petits, ils sont surtout plus concentrés en goût. Et ça c'est en plus renforcé si vous ne les arrosez pas trop. Et donc c'est là qu'on obtient des tomates qui sont différentes des tomates, j'allais dire des grands magasins ou des supermarchés. Alors après, il faudra aussi la pailler, parce que bon, ça pourrait être le sujet d'une autre émission, mais jamais laisser la terre nue, parce que là bon, il va y avoir de la battance, et puis ne serait-ce que pour protéger le compost qu'on a mis dessus. La pailler par exemple avec de l'herbe sèche, et surtout au fur et à mesure que votre plant va monter, vous allez augmenter l'épaisseur de votre paillage, pour finir par une couche, on va dire maximum de 20 cm. Et là vous êtes tranquille. Déjà il n'y a pratiquement plus à l'arroser, et puis il n'y aura pas d'herbe, et puis ben, votre tomate va bien se porter. Voilà. Et après il n'y aura plus qu'à récolter ces tomates et à les déguster. Alors je voulais aussi vous parler des haricots, parce que bon, les haricots, ben, moi personnellement cette année, on prévoit des semis échelonnés, mais cette année, je n'ai pas pu les semer, donc je les ai semés très tardivement. Et quand on les regarde, il y en a quelques-uns, alors il y a un peu de mourons. Vous voyez, nous c'est volontaire, hein. Pas le mouron, mais les pavots, les soucis, ça apporte un peu de couleur et ça fait venir toujours des auxiliaires, hein, toujours le même principe. Mais les haricots, vous regardez, il y en a 3-4 qui poussent, hein, c'est pas très virulent, quoi. Ça, je sais plus, c'est du haricot Black Turtle, c'est un haricot noir et blanc. Mais ils sont très, j'allais dire, ils n'ont pas l'air en grande forme. Donc j'ai décidé d'en remettre, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer comment je fais. Il y a plein de techniques pour les semer. Hein, il y a des techniques différentes. Alors voilà. Bon, une fève. Elles sont tellement belles pourtant. C'est des fèves qui viennent du Pérou. Voilà. Donc là, c'est là-bas que je pars. Parce qu'après, je ne saurais pas. Hop. Et en fait, les haricots, moi, je les sème en poké. Souvent, les gens les sèment en ligne, mais en ligne, moi, je trouve que c'est pas si bien. Donc, je fais des petits pokés tous les, on va dire, 40 cm. Alors, j'ai fait une pige, en fait, de 40 cm. Comme ça, je sais à peu près où je vais. Voilà, comme ça. Bon. Je ne veux pas faire toute la ligne. Je vous montre sur 2-3. Hop, mes fèves.
D'habitude, elles ne poussent pas, là, elles ont pris une hauteur phénoménale. Ça, c'est la magie un peu du jardin. Donc, là, mes pokés sont faits. Et dans mes pokés, ben, je vais mettre quelques haricots. Et le haricot, souvent, alors il y a plein de méthodes. Il y a des gens qui mouillent le trou avant. Il y a des gens qui ne le mouillent pas, qui le mouillent après. Cette année, là, on voit que la terre, elle est toute humide, très chaude. Là, les haricots, ils devraient sortir très rapidement. Donc moi, ce que je vais faire plutôt, c'est m'adapter, profiter de la terre mouillée, mettre les haricots. Ils n'annoncent pas trop de pluie ces jours-ci. Remettre un peu de terre fine dessus et les arroser par-dessus pour que la terre colle bien sur le haricot et puisse bien pousser. Ah, donc les haricots, alors moi j'aime bien haricots verts, les haricots La Victoire là. Donc c'est des haricots verts hein, mais à grains noirs en fait. Et donc ça c'en est qu'on a récolté nous. Alors moi j'utilise toujours déjà les premiers. Alors les haricots j'aime bien regarder, oh, il y en a un qui va se sursemer tout seul là, mais c'est pas grave. J'aime bien regarder s'il n'y a pas de trous, parce que s'il y a des trous c'est qu'il y a eu de la bruche. Donc c'est un petit insecte qui pond. Alors un bon moyen pour l'éviter, je ne l'ai pas fait moi, c'est de les mettre au congélateur pendant une semaine. En fait ça détruit les œufs, ça détruit et donc comme ça, ben, après ça protège les haricots. Bon moi je ne l'ai pas fait, c'est peut-être pour ça qu'ils poussent moins bien d'ailleurs. Hein, et donc les haricots, comme c'est du grain que nous on a fait, de la graine qu'on a fait, bon ben je force un petit peu. Les haricots normalement on en met 5 à 6 par poké, là moi j'en mets 8. Voilà, 8 dans un poké. Je trouve que c'est plus rapide que 4 et 3, 7. Bon bah 7 c'est pas grave, hein, on n'est pas à un près. C'est plus rapide que de les mettre en ligne. En ligne il faut s'amuser à les mettre et tout. Là ça va vite et puis on a le même résultat en fait. Hop. Et ceux-là sont moins beaux. Alors je sais pas si c'est de la bruche ça, je crois pas. Il n'y a pas de trou en tout cas. Mais bon je vais prendre les plus beaux. 4, 5 et de 7 et un 8. Voilà. Et après les haricots, après ils vont se ramifier puis ça fait une belle touffe. Je récupère ça. Voilà. Et là ben, c'est un peu dans le haricot il y a quand même quelque chose d'essentiel. Il y a un proverbe qui dit, et pour une fois il est apparemment vrai, le haricot doit voir le jardinier quitter son jardin. Donc en général on les plante très profond, ça sert à rien. Et si on les recouvre comme ça, ça suffit. Et puis en plus ça vous marque le trou de plantation. Donc si vous en avez à remettre, alors souvent avec de la petite terre quand même. Voilà. Là je ne vais pas parce que c'est pour savoir où j'en suis, puis il n'y a pas de haricots. Mais là ça suffit largement. Et puis après, oui, ça vous montre l'endroit pour faire si vous faites une autre ligne. Et puis après avec la pomme, alors moi je les arrose par le dessus, hein. Un coup d'eau. Et comme je ne veux pas y revenir, j'en mets quand même pas mal, surtout qu'il va faire sec. Si c'était pluvieux, j'en mettrais moins. Ça marche pas, si. Voilà. Et voilà, et là c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et en général, ça pousse bien. Du haricot, on peut en semer jusque juillet. En fait, pour en avoir avant les derniers brouillards, parce que ça n'aime pas le brouillard, mais ça permet d'étaler un petit peu. Et bon, bah, cette année, on peut en semer tous les 15 jours, quoi. Voilà, jusqu'à début juillet. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse.